Bonjour, alors je suis Laurence Contarassus et j'aime bien dire que j'ai plusieurs casquettes et aujourd'hui j'ai la casquette de présidente du SNITEM. Alors qu'est-ce que c'est que le SNITEM? C'est le syndicat des dispositifs médicaux. Alors en fait, souvent, peu de gens connaissent ce que c'est que le dispositif médical alors que tout le monde en a déjà eu une petite idée puisque le dispositif médical, ça va du pansement au pacemaker, aux broches que l'on peut avoir lorsqu'on a un traumatisme, au scanner ou à l'IRM. En passant maintenant en plus avec beaucoup de numérique, beaucoup d'intelligence artificielle. Donc si on veut retenir en fait, le dispositif médical, c'est quasiment la vie parce qu'il n'y a pas de santé sans dispositif médical comme sans médicaments. Donc c'est vrai qu'actuellement, on va parler énormément de nos médecins qui sont extrêmement importants, de l'ensemble du personnel soignant qui sont extrêmement importants, mais j'aime aussi rappeler que sans dispositif médical, eh bien, nous n'avons pas de santé dans notre pays. C'est pour ça que je suis aussi très heureuse de faire cette interview en tant que présidente du SNITEM. Alors j'ai plein d'autres casquettes aussi, mais deux me tiennent aussi très à cœur puisque nous sommes la journée du 8 mars. J'aime aussi dire que je suis une femme de santé, j'appartiens d'ailleurs à Femmes de Santé et comme beaucoup de femmes de santé, je suis aussi une maman, donc je suis bien évidemment très très fière et j'allais dire une chef d'entreprise doublement fière puisque c'est aussi une de mes batailles. Voilà, donc quelques exemples de casquettes que j'aime bien porter et je peux en avoir plusieurs à la fois ou tout simplement en changer. Alors, je crois que vous m'avez demandé de commencer par l'enfance. Je pense que l'enfance, et on le dit souvent, tout se joue dans les 1000 premiers jours. Eh bien, je pense que c'est tout particulièrement vrai. Et en cette semaine, en fait, du 8 mars, il faut se rappeler que souvent, même la différence en tant que femme, petite fille, va se jouer très très vite. Et la mienne, en fait, elle s'est jouée aussi très rapidement par une histoire, j'allais dire, personnelle particulière, mais qui m'a beaucoup aidée à être qui je suis, puisque j'ai eu la chance d'être élevée par un papa extraordinaire, mais qui du coup m'a élevée pas comme une fille, mais comme un enfant, et certainement comme il l'aurait fait avec un garçon, même si nous étions deux sœurs. J'ai aussi des demi-sœurs et des demi-frères, mais qui ont été élevés par, j'allais dire, par ma mère et leur père. Et nous avons vraiment eu cette éducation qui nous a permis de nous dire on n'est pas un garçon, on est une fille, mais on va beaucoup travailler sur les valeurs. J'ai eu la chance d'aller couper du bois avec mon père, de jardiner avec mon père, de monter la maison avec mon père. Et d'ailleurs, souvent, on me dit j'ai surtout géré des grosses sociétés. Est-ce que tu as l'esprit entrepreneuse? Oui, certainement d'ailleurs que ça a commencé par l'enfance. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait que dans le SNITEM, je représente pas simplement justement les grosses sociétés. Je reviendrai dessus, je suis présente depuis longtemps, mais toutes les sociétés parce que quand on a cette éducation, en fait, on est une enfant du pays, on est quelqu'un qui va penser à l'ensemble, j'allais dire, des personnes que nous pouvons avoir. J'ai eu aussi cette chance d'être élevée dans un environnement qui n'était pas un environnement où, on va dire, on avait beaucoup d'argent, mais j'ai côtoyé absolument toutes, j'allais dire, personnes de toute classe sociale et j'ai été particulièrement aidée par mes professeurs qui ont eu une importance dans ma vie, par le maire du village qui m'a permis de travailler aussi très tôt et d'avoir cette conscience où c'était le travail, mais aussi mes voisins, mes oncles et j'ai été particulièrement aidée par une de mes tantes qui était ma marraine, qui avait une ferme. Donc j'allais dire que j'ai les pieds bien sur terre. Voilà, c'est aussi ce qui me caractérise. Très tôt, dans l'enfance, j'ai eu cette envie de travailler plus les projets, le pourquoi je fais les choses. Ce qui fait que vers l'âge de à peu près 16 ans, je voulais être chirurgien en Afrique, comme je le dis dans un de mes TEDx. Et en fait, je voulais être chirurgienne en Afrique, mais j'ai 55 ans et à cette époque-là, on ne disait pas chirurgienne. Maintenant, ça semblerait évident à, je vais dire, toutes les personnes. Et je n'ai pas fait chirurgienne en Afrique, je n'ai même pas fait médecine. L'année de mon bac, de mes 18 ans, ça nous en semblait avec mon père assez difficile de se dire 10 ans d'études, financièrement ça va être compliqué.
Ça aurait certainement pu le faire, mais je pense que c'était la destinée. Et j'ai fait une école d'ingénieur technico-commercial, l'ESTA, qui est à Belfort. Et j'aime à dire que je suis certainement mieux là où je suis, parce que en tant que femme de santé, celle que j'assume être maintenant, eh bien, je peux certainement plus aider les patients, la santé de mon pays, nos clients, que peut-être ce que je n'aurais pu faire si j'avais été derrière une table d'opération, à ne pas pouvoir bouger et surtout à ne pas pouvoir changer de métier. Cette enfance, certaines personnes pourraient la décrire comme difficile. Pour moi, ça a été une véritable opportunité. Et d'ailleurs, ce qui ne tue pas rend plus fort. On apprend beaucoup, en effet, de ce qui peut être le plus difficile, parce que je dois beaucoup à mon père, à ma grand-mère, qui m'ont élevée sans aucune différence et qui m'ont surtout appris qu'on pouvait apprendre, j'allais dire, des bonnes choses et aussi des choses plus difficiles. Donc ça, c'est aussi un message que je voudrais donner à l'ensemble de, j'allais dire, toutes les personnes, mais particulièrement les femmes, c'est que toute difficulté, eh bien, il peut naître énormément de positif dans toutes ces difficultés. Voilà. Et il ne faut garder que le positif. Eh bien, les valeurs, j'en ai un petit peu parlé, mais je pense que la première valeur pour moi, c'est l'humain avec un grand H. Il y a quelqu'un que j'estime beaucoup dans l'environnement de la santé, qui est très connu, qui est Dominique Pont, qui est maintenant à la Poste, qui a été un de mes clients quand il s'occupait de la clinique Pasteur. Et je pense qu'on doit garder l'humain au centre, quoi qu'on fasse. C'est absolument clé dans la santé, c'est absolument clé en tant que chef d'entreprise, et je pense que c'est clé dans l'élément de tous les jours. J'ai fait toute ma carrière dans des entreprises, et il y a deux façons, j'allais dire, d'évoluer dans une entreprise. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de travailler sur les projets avec les équipes, et quand on a un projet, en fait, eh bien, on travaille ensemble, et c'est le résultat de ce travail qui va amener aux chiffres. Évidemment, le résultat est important, et particulièrement dans nos entreprises, parce que si on ne peut pas réinvestir dans nos entreprises de santé, on ne peut pas créer d'innovation. Mais si on garde l'humain au centre, je pense qu'on a bien plus, j'allais dire, la chance de pouvoir amener l'innovation au service de nos patients, ce qui est dans le dispositif médical, ce qui nous anime tous les jours, que si on pense aux chiffres et comment on va y arriver. Ça, c'est vraiment une certitude. Après, j'ai une autre valeur qui est extrêmement importante pour moi, c'est le partage. Je dirais que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis au SNITEM. Avant d'être présidente, je pense que ça fait plus de 20 ans que je suis au syndicat, j'ai été dans le CA, j'ai été dans le bureau. Le partage, c'est aussi ce qui doit nous animer au sein de nos entreprises et au sein de la fédération. Et ça, c'est une très belle valeur que l'on a au sein du syndicat, comment on peut aider en fait toutes les entreprises que l'on a. Il faut savoir que le dispositif médical, c'est 1350 personnes, 1350 sociétés à peu près. Au sein du syndicat, on a entre 600 et 650 sociétés qui sont adhérentes, et on va avoir des toutes petites startups, on va avoir des PME, on va avoir des ETI, on va avoir des grosses sociétés. Et on a beaucoup travaillé au partage pour que peu importe les sujets, qu'ils soient réglementaires, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient RSE, qu'ils soient humains, puisque ce sont tous les sujets que nous adressons, eh bien on puisse les partager ensemble, les travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment aussi une des valeurs qui m'anime. Et puis la troisième, ce serait tout ce travail qui est lié, qui est le développement, la formation. Parce que quand on travaille dans l'environnement de la santé, quand on travaille dans l'entreprise, eh bien, si on travaille sur les projets, si on travaille avec les humains, c'est où est-ce qu'on va, en fait. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et ça aussi, c'est une richesse que l'on peut partager, en fait, avec le syndicat, le SNITEM. L'engagement pour la santé, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début de l'enfance, autour de 16 ans, mais c'était peut-être même avant. Et je pense que c'est quelque chose qui continuera même dans 10 ou dans 15 ans. Je pense que l'engagement pour la santé, il doit être durable. Et là aussi, c'est ce qui permet en fait de se dire quelle bataille on doit mener. Dans une interview que j'avais eu l'occasion de faire avec David Mercier, entre autres, c'était, je me suis posé la question, mais pourquoi pas ministre de la Santé? Et je lui avais répondu très naturellement parce que bon, déjà ces derniers temps on a eu beaucoup de ministres de la Santé, et être ministre de la Santé pour 3 mois ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que l'engagement de la santé, c'est comment est-ce qu'on accompagne notre système de soins, en fait notre système de santé qui était basé sur le soin en fait, à aller vraiment vers la prévention. Et
je vais dire, cet engagement qui va jusqu'au fait que l'on doit être en capacité à convaincre l'ensemble de nos citoyens de ce point-là. Comment est-ce qu'on passe du soin à la prévention? Parce qu'il y a tout le travail, et je l'ai dit tout à l'heure, que va faire l'ensemble du corps des soignants, tout le travail que va faire les entreprises, mais on a aussi besoin de la population pour qu'ils soient convaincus que la santé, eh bien, ils ont aussi une part. C'est pas simplement se faire soigner, c'est comment est-ce qu'on va être amené à se faire soigner moins vite et surtout à vivre plus vieux et en meilleure santé. Et ça, c'est des éléments que, de mon point de vue, on ne vulgarise pas assez. Et d'ailleurs, on va bientôt entamer tout un processus stratégique en fait au sein du SNITEM pour vraiment réfléchir aussi à comment est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à l'ensemble de nos concitoyens pour nous amener en fait à aider ce système de santé à évoluer. Donc l'engagement de la santé, plus que jamais. L'engagement dans l'entreprise, j'allais dire que tout est lié en fait. Alors moi j'ai eu la chance, j'allais dire, de travailler dans des entreprises qui m'ont vraiment énormément permis de grandir et de faire plein de choses et plein de choses différentes. Alors c'est une chance que l'on m'a donnée, c'est une chance que j'ai su aussi saisir. Et là aussi, c'est un message peut-être que l'on peut donner à l'ensemble de nos jeunes, parce qu'on vit dans un moment assez particulier, c'est assez difficile notre environnement externe, et je connais pas mal de jeunes actuellement qui cherchent du travail, et il faut savoir saisir les opportunités. Moi, je saisis l'opportunité. Alors, je fais 18 mois en fait dans l'informatique. Ça me sert pas mal maintenant parce qu'à l'ère du numérique, puis c'était pas très éloigné de mes études. Avant de rentrer en fait dans la santé, alors là, ça a été déjà une première chance que j'ai saisie parce que c'est une personne, une américaine qui était chez Boston Scientific à l'époque, qui me propose de gérer la moitié de la France. J'avais 23 ans, donc bon, déjà j'ai pas trop réfléchi à me dire je prends ou je prends pas, j'avais envie de travailler dans la santé, j'ai pris. Donc ça c'était le début vraiment dans l'entreprise. Et puis assez vite en fait je suis arrivée aussi sur un poste de management puisque j'étais l'une des plus jeunes managers juste avant d'avoir un enfant, 26 ans. Et là aussi j'ai saisi l'opportunité. Donc peut-être mon premier message dans l'entreprise, saisissez les opportunités qu'on vous offre, n'essayez pas, et un message tout particulier pour les femmes, de cocher toutes les cases, parce que c'est une particularité féminine. Je peux vous assurer qu'à 26 ans, quand je prenais ce poste, j'étais en incapacité de cocher toutes les cases. D'ailleurs, la première fois où je suis rentrée dans la santé, j'étais aussi en incapacité de cocher toutes les cases. Il y a plein de moyens pour grandir, entre autres la formation, et il y a beaucoup de sociétés qui vont permettre en fait de pouvoir grandir dans une société et de continuer à apprendre. Je dis souvent aux étudiants, l'école c'est indispensable, on se forme, mais la formation, c'est continu. C'est comme les médecins. C'est pareil pour l'ensemble de nos employés. Ensuite, j'ai particulièrement fait plutôt des grands groupes, puisque j'ai fait Boston Scientific, j'ai fait Medtronic avant de rejoindre General Electric Healthcare. L'entreprise, dans notre pays, est souvent un peu mal aimée. Alors particulièrement les grandes sociétés, mais aussi les petites sociétés. Et je pense qu'on peut profiter aussi de cette interview pour rappeler que l'entreprise, c'est l'une des premières richesses de notre pays. C'est l'endroit où les gens vont travailler le matin et vont quitter tard le soir. Donc souvent, on passe plus de temps dans l'entreprise. Donc là, peut-être aussi un message à tous les chefs d'entreprise, peu importe les difficultés, à savoir qu'on en a beaucoup en externe. Notre valeur ajoutée, c'est nos employés. Donc, continuons à prendre soin d'eux et évidemment, aidons-les à grandir. Et puis, c'est aussi un environnement formidable parce qu'on va pouvoir faire plein de métiers. Ce qui a été mon cas, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis occupée de beaucoup de sociétés presque différentes au sein des entreprises, puisque dans une société comme dans ma première société, j'ai fait ce qu'on appelle des business units différentes, parce que j'ai fait de la gastroentérologie, j'ai fait de l'électrophysiologie. Chez Medtronic, j'ai géré des équipes dans le diabète, j'ai géré des équipes dans le cardiovasculaire, j'ai géré des équipes dans la chirurgie cardiaque. J'ai été aussi 8 ans présidente. Donc on peut faire tout un parcours dans une entreprise en changeant de métier
relativement souvent, mais on n'a pas à réapprendre tous les codes. Et quand je passe chez General Electric Healthcare, là je change quasiment d'environnement, puisqu'en fait j'étais une sorte de spécialiste du monde de l'implantable, en fait tout ce que l'on va mettre comme dispositif médical à l'intérieur du corps, même si la pompe à diabète est un peu à l'extérieur, il y en avait aussi une implantable. Et là je vais dans l'équipement. Et là c'était aussi un choix pour continuer à bien connaître en fait cet environnement du dispositif médical, qui je le rappelle peut aller du pansement, au stimulateur, à tout ce qui va aider en fait à vivre mieux et à être soigné, et à l'équipement. Et l'équipement, c'est extrêmement important puisqu'il y a toute une partie diagnostique et une partie thérapeutique. Quand on parle du plan cancer, par exemple, ça va parler à tout le monde, puisque malheureusement, on sait tous que l'on va avoir quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Et il est très important de travailler sur ce qu'on appelle le diagnostic. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer le plus tôt possible, le mieux possible, pour avoir le meilleur traitement au meilleur endroit. Et là, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et ça, tout ça, c'est des notions en fait que l'on va voir dans la santé, mais que l'on va voir aussi dans l'entreprise. Et tout va se nourrir, puisque dans l'entreprise, eh bien, on va être en capacité à échanger aussi avec nos clients externes. Et là, il va y avoir les médecins, il va y avoir les chercheurs. Et ça, c'est extrêmement important, puisque c'est tout ce qui va permettre de faire l'innovation. Puisque l'innovation, elle va être technologique, elle va être organisationnelle. Et alors, j'aimerais rappeler à quel point on en a besoin, parce que notre système de santé a besoin qu'on fasse des changements. On a une population qui vieillit. On ne peut pas rajouter des infirmières à l'infini, c'est juste pas les personnes. On peut pas non plus rajouter des médecins à l'infini, on n'a pas non plus assez de personnes. Donc il faut aussi qu'on soit capable de repenser avec l'ensemble des innovations comment est-ce qu'on va prendre en fait les patients en charge différemment et les prendre le plus tôt possible pour qu'ils soient moins malades et qu'ils aient plus de chances de guérir, et aussi mieux vieillir. Et là aussi, dans le mieux vieillir, souvent on oublie le 4e âge. Il y a une statistique que j'ai lue très récemment qui était extrêmement intéressante, puisque je crois qu'on va arriver à plus de 46 000 personnes qui ont plus de 100 ans. Donc c'est quand même un chiffre hyper important. Donc on a tous ces sujets, là c'est pas le sujet de la retraite 60-64, je crois que c'est pas fondamentalement le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on va bien vieillir et si possible le plus longtemps en bonne santé. Parce que si on doit vivre de 60 ans à 100 ans en moins bonne santé, là je pense que c'est pas franchement le meilleur deal qu'on peut nous proposer. Voilà. Donc ça, c'est tous les enjeux que l'on va retrouver dans l'entreprise. On va bien sûr retrouver les enjeux des employés, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais des enjeux de santé aussi, et comment l'entreprise peut être l'un des meilleurs peut-être partenaires de nos systèmes de santé et donc de nos politiques pour trouver les bonnes solutions. Et il y a même des choses que l'on va pouvoir faire dans nos entreprises, où on va parler beaucoup par exemple de lean management. Et bien comment est-ce qu'on va pouvoir, ça c'est vraiment un sujet qu'on travaille aussi beaucoup chez General Electric, mais dans beaucoup de grosses sociétés, comment est-ce qu'on va pouvoir repenser des parcours qui vont être, j'allais dire, moins coûteux, quand on parle économie, mieux pris en charge pour les patients et puis aussi plus facile pour les équipes soignantes. Donc ça va être tout ce qu'on va pouvoir retrouver. Donc en gros, on n'a pas le monde de l'entreprise, on n'a pas le monde de la santé, on n'a pas les études. Il y a un moment, tout est relativement lié et peut-être dans l'une des valeurs, si on fait un retour par rapport à tout à l'heure, c'est le travailler ensemble. C'est être convaincu qu'on a tous un rôle à jouer en fait dans notre vie de tous les jours, dans la santé et dans nos entreprises. Parlons de l'innovation parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Quand on travaille dans l'industrie de santé, l'innovation, c'est ce qui nous fait vibrer tous les jours. Voilà. C'est peu importe qu'on soit une très petite société, qu'on soit une PME, qu'on soit une ETI, qu'on soit une plus grosse société, l'innovation, c'est ce avec quoi on va emmener nos équipes, c'est ce avec quoi on va emmener nos clients et c'est ce avec quoi on va emmener les patients. Donc, c'est ce avec quoi on va emmener globalement la population. Historiquement, on parle et on continue à parler beaucoup d'innovation technologique. On a de gros enjeux autour de l'innovation technologique. Si je résume, la façon dont on fait l'innovation actuellement n'a rien à voir avec la façon dont on la faisait il y a 20 ans. Je me souviens que sur un des produits qu'on m'avait donné à vendre, d'ailleurs 30 ans même maintenant, on me donnait un produit et puis on me disait va le vendre sur le marché. Maintenant ça se passe plus du tout de la même chose et ça c'est une chance. Il faut par contre faire attention de ne pas tuer l'innovation et il y a énormément de réglementaires. Donc dans les grands enjeux entre autres qu'on va avoir à mener avec le syndicat, c'est comment est-ce qu'on est en capacité à que peu importe la taille que l'on a en termes de société, on soit en capacité
à toujours innover. Parce qu'on est pris entre des contraintes économiques. On a entendu beaucoup parler des budgets dernièrement, des budgets qui n'avaient pas été votés, des budgets qui ont été finalement votés. Mais c'est comment est-ce qu'on s'assure que les entreprises soient, j'ai envie de le dire comme ça, suffisamment bien traitées pour qu'on soit en capacité de dégager suffisamment de marge pour travailler sur cette innovation technologique. Le risque sinon, en effet, c'est que dans notre pays, comme dans d'autres pays, eh bien, on n'ait plus les innovations qui nous permettent quelque part cette espérance d'être mieux diagnostiqués, d'être mieux traités. Donc ça, c'est vraiment une de nos batailles. Comment est-ce qu'on va travailler sur un sujet qui s'appelle le MDR? Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les réglementations, en fait, elles sont les meilleures pour les patients, les meilleures pour l'entreprise, mais qu'elles ne tuent pas l'innovation parce que soit trop cher, ou trop compliqué, ou même, c'est une des problématiques qu'on a actuellement dans notre pays, on va même pas trouver suffisamment les bonnes personnes, en fait, pour pouvoir travailler tous ces sujets. Ensuite, il y a l'innovation organisationnelle. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point, parce que l'innovation technologique, en général, tout le monde voit à peu près ce que c'est, comment on fait plus petit, comment on fait plus vite. L'innovation organisationnelle, c'est souvent quelque chose d'un peu plus complexe. Eh bien, si j'essayais de le définir, c'est comment est-ce qu'on va travailler différemment. Et on est dans un pays où le changement, c'est quelque chose qui fait peur. Eh bien, on pourrait le voir différemment, en fait. Au lieu de se dire c'est un changement, eh bien, on peut se dire c'est une innovation organisationnelle. Comment on va pouvoir diagnostiquer un patient différemment? Comment est-ce qu'on va pouvoir traiter un patient différemment? Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un parcours de santé différemment? Comment est-ce que ce patient va être pouvoir mieux accompagner? Et pourquoi ce sujet, de mon point de vue, est déterminant? On a beaucoup parlé des enveloppes en fait qui étaient non fongibles, c'est-à-dire qu'en gros on va avoir des enveloppes sur une gamme particulière, des enveloppes pour l'hôpital, des enveloppes pour le privé, des enveloppes pour les ambulances. Je prends ces sujets parce que c'est souvent des sujets qui vont parler à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Il faut qu'on soit en capacité de se dire eh bien comment est-ce qu'on peut travailler différemment pour pouvoir réallouer de l'argent qui était dans une enveloppe dans une autre enveloppe, et surtout être aussi en capacité à le refaire. On a beaucoup de mal dans notre pays à amener les choses nouvelles et à pas se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment ou pire. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Et si on a en tête que innovation technologique et innovation organisationnelle, c'est ce qui va nous permettre la transformation de notre système de santé, eh bien, je suis absolument convaincue que l'ensemble de notre population devrait être bien plus ouverte au changement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va travailler au sein du SNITEM, c'est d'essayer de vulgariser toute cette notion pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un dispositif médical, que le numérique, que l'intelligence artificielle, c'est des éléments absolument indispensables, mais qu'en plus, ça peut être structurant pour notre système de santé, pour qu'il s'organise différemment et qu'on soit certain que tout le monde puisse continuer à être soigné de la meilleure façon. Alors, en termes de parité, et je ne sais pas si quand vous me posiez cette question, vous en aviez la notion, mais c'est d'autant plus important parce que dans le médical, la parité, elle n'a pas toujours été dans nos entreprises, mais elle n'est pas non plus toujours dans le système de soins. Et on parle beaucoup actuellement de la santé de la femme. Et actuellement, les femmes, eh bien, sont souvent moins bien soignées, où on prend moins bien en considération, en fait, les spécificités de la femme dans le système de santé. Ça va commencer par les études cliniques, par exemple. Souvent, on va pas prendre les spécificités des femmes dans les études cliniques. Et si on prend pas la spécificité des femmes dans les études cliniques, eh bien, on va pas prendre non plus le traitement, en fait, adapté à ces femmes ou à d'autres spécificités. Si je vous prends un exemple qui va parler absolument à tout le monde, quand un homme arrive aux urgences et qu'il a des problèmes cardiaques, en général, on va pas lui dire « Ah, mais attendez, vous êtes peut-être un peu fatigué, vous êtes un peu stressé ». Souvent, et tous les médecins vous le diront, dire « Ah, attention !» un problème cardiaque. Eh bien, la femme, ce n'est pas le cas. Et j'ai malheureusement vécu ça dans mon enfance. La personne qui m'a élevée est allée voir un médecin un jour. On lui a dit, c'est pas grave, t'es fatiguée, t'es stressée, t'as de l'arthrose. Et le lendemain, elle était morte d'une crise cardiaque. Et malheureusement, quand on discute tous les jours, on a toujours ces différences. Donc, la parité, elle est indispensable pour qu'on puisse amener tous les éléments, en fait, dans le soin pour soigner de la même façon les femmes
et les hommes. Mais la parité, elle s'arrête pas aux femmes et aux hommes. Elle s'adresse aussi, bien sûr, à l'ensemble des classes sociales et elle s'adresse aussi aux spécificités, j'allais dire, qu'elles peuvent être culturelles, mais alors le mot qui me viendra en tête, c'est ethnique, mais en fonction de nos origines, eh bien, on va pas non plus forcément avoir les mêmes soucis en fait en termes de santé. Il y a des populations qui vont avoir énormément de problématiques avec le lactose, par exemple. Il y en a qui vont en avoir plus avec le cholestérol. Donc, c'est vraiment important d'arriver à en prendre en considération toutes les spécificités et dans laquelle on va inclure la parité. Alors dans l'entreprise, c'est bien sûr une de mes batailles. Je suis dans beaucoup de groupes. La raison pour laquelle je m'intéresse à ce sujet, et je vais revenir dessus, comme beaucoup de femmes de mon âge, j'ai assez longtemps quand même essayé de vivre comme une femme, mais plutôt en appuyant sur le fait qu'il n'y avait pas de différence. Et je vais raconter une petite anecdote parce que je l'aime beaucoup et il se reconnaîtra s'il écoutait. Un de mes managers un jour était très fier de dire « on est contente d'avoir Laurence parce que j'étais la seule manager sur 120 femmes ». Et je l'ai fait rougir parce que je lui ai dit j'espère que je suis pas là parce que je suis une femme. Donc sur le fond, c'était vrai, mais maintenant je me dis j'aurais peut-être dû aussi réaliser que c'était peut-être un compliment, ce que je n'avais pas pris sur le coup. Et très longtemps en effet, j'ai essayé plutôt de me noyer dans la masse et d'essayer d'être uniquement présente pour le travail que je faisais et pas parce que j'étais une femme. J'ai évidemment, comme toutes les femmes, eu à gérer ma famille, mes enfants, avec mon statut de femme et un travail. Et quand j'ai pris la présidence de Medtronic, toutes les femmes de la société sont venues me voir en me disant « Écoute Laurence, si tu veux nous aider maintenant, il faudrait que tu nous aides à essayer de comprendre comment on peut nous aussi avoir notre place dans l'entreprise et pas qu'uniquement sur le terrain, parce que dans cette société, comme dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, c'était pas du tout une problématique d'être une femme ou un homme sur le terrain. Là où ça commence à devenir difficile, et c'est toujours le cas, c'est quand on monte en fait les échelons. Et actuellement, les femmes CEO, c'est compliqué, les femmes dans les startups, c'est compliqué, les femmes à la tête du CAC 40, Marlène Chapia nous le dirait, c'est aussi compliqué. Donc oui, il y a eu beaucoup de progrès, mais ça reste une vraie difficulté. Et ma conviction profonde, je l'ai dit, c'est que cette diversité, c'est aussi difficile d'être un jeune dans une entreprise que d'être un senior. C'est aussi difficile d'être un handicapé que d'être un bien portant, des fois, dans une société. C'est aussi difficile que d'être de couleur, que d'être d'une origine différente. Donc c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on va avoir une parfaite représentation dans la société, et j'avais un de mes anciens patrons qui disait « La société doit être le reflet, nos entreprises doivent être le reflet du monde dans lequel on vit. » Et en effet, je pense que ça c'est une vérité, et c'est ce qui aide aussi à pouvoir faire, j'allais dire, une croissance plus intelligente, et ça il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Si on est dans des équipes diverses, en fait, on va pouvoir avoir une croissance plus importante. Et là, je peux affirmer que tout ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement m'inquiète, personnellement, comme je le sais, beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'on n'a absolument pas gagné sur ces sujets. Et si on s'arrête de travailler sur ces sujets aujourd'hui, ce sera dramatique pour demain. Je prends souvent un exemple qui va parler à tout le monde. Dans les universités américaines, les quotas ont aidé à avoir autant de personnes de couleur que de personnes blanches. Du moment où on enlève les quotas, on vient en arrière. Ma conviction personnelle, si on continue pas à travailler sur le sujet, on viendra en arrière et ce sera absolument pas bon pour nos entreprises, pour notre système de santé et donc pour nos concitoyens. Étant la semaine du 8 mars, évidemment, c'est la semaine de la place de la femme en fait. Et à ce jour, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu, je l'ai dit, beaucoup de progrès sur ce sujet. Nos politiques se sont emparés du sujet. On a des lois sur le sujet, on a des quotas sur le sujet. Marie-Pierre Rixain a fait énormément. On devrait avoir 40% de femmes dans les boards. On peut quand même se poser la question pourquoi 40 et pas pourquoi 50, mais ça c'est un autre sujet, c'est le travail à faire après. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc, les deux sujets sont liés de mon point de vue, c'est-à-dire il y a la place des femmes dans les boards, il y a la place des femmes dans le top management et il y a la féminisation dans les entreprises. C'est assez simple. Si on n'a pas en fait la continuité en fait de la place des femmes du terrain dans les postes de middle manager, qui sont pour moi l'élément le plus compliqué, j'y reviendrai quelques éléments après, la place à la tête des entreprises et après à la tête des grands groupes, en fait on va pas trouver, si je le disais comme ça, par magie,
des femmes à la tête de grands groupes si on n'a pas une carrière, tout simplement. C'est pas différent pour les hommes que pour les femmes. Donc je pense que ça, c'est la vraie problématique. Je vais revenir sur la place de ce qu'on appelle du middle manager parce que c'est valable dans toutes les sociétés, peu importe leur taille. Une femme, et je l'ai été, j'ai eu ces places, la place dans ce qu'on appelle directeur des ventes, puisque moi j'étais dans le commercial, mais ça va être aussi des femmes qui vont être à la tête du customer service, des services réglementaires. Quand on prend ce genre de poste, je dis toujours, il faut être bien organisé. Il faut aussi avoir le bon mari, ou la bonne épouse si on a un couple, ou l'autre bon mari si on a un couple homosexuel. Mais en tout cas, il faut réussir à se partager les tâches. Et ces postes intermédiaires, la rémunération, elle n'est pas forcément plus importante que le niveau juste en dessous. Et c'est souvent ce qui fait, d'ailleurs, alors moi j'ai eu en contact beaucoup de populations commerciales, même quelquefois, c'était des postes où on était moins rémunéré en fait que sur un poste commercial. Donc il faut être en capacité, quand on est une femme, de se dire le poste d'après, c'est pas du tout évident qu'à la fin du mois, si je vulgarise, il me reste plus d'argent que sur mon poste précédent. Par contre, c'est l'élément indispensable pour pouvoir continuer à grandir dans l'entreprise. Et pour pouvoir continuer à grandir, en fait, et s'assurer qu'on va pouvoir avoir... Alors, je vais utiliser le mot carrière, même si j'aime pas le mot carrière, parce que, personnellement, je pense que c'est pas... Une carrière, elle se fait pas uniquement du bas vers le haut, elle va aussi se faire en transverse, c'est ce que j'ai fait, et c'est souvent très intéressant d'aller dans des environnements différents. Mais par contre, il faut quand même être en capacité de se dire qu'on va monter des échelons et qu'il y a quelquefois la rémunération par rapport à l'investissement, par rapport à l'organisation. Si je prends un exemple qui va parler à tout le monde, eh bien quand on voyage, ce qui a toujours été mon cas, il faut une organisation solide à la maison. Eh bien ça, c'est des éléments à prendre en compte. Donc, les deux sont liés, féminisation dans l'entreprise et la place des femmes dans le top management, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà. Et alors, être une femme, c'est déjà pas simple. Être une femme de couleur, c'est encore plus compliqué. Être une femme de couleur qui vient d'un milieu défavorisé, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que la diversité au sens large est, à mon avis, un élément extrêmement important. Et je suis aussi assez fière que dans le syndicat aussi, alors on a parlé de tous les axes dont on s'occupait, l'aspect réglementaire, l'aspect politique, l'aspect, j'allais dire, de la taille des entreprises, qu'on puisse tous retrouver les services, un sujet sur lequel on pourra revenir, tout ce qui est RSE, et dans la RSE, il y a tout ce qui est E et tout ce qui est S sociétal, et ça rentre dedans. On travaille aussi beaucoup sur l'emploi des jeunes, et ça, je pense qu'on doit rentrer la diversité le plus tôt possible, en fait, dans l'emploi des jeunes, pour que justement, on soit en capacité à aider toutes les populations, peu importe leur âge, peu importe leur couleur, peu importe d'où elles viennent, peu importe leurs études. Le sujet est extrêmement vaste sur la féminisation. Les politiques, souvent les critiques dans notre pays, ils ont fait beaucoup. Moi d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'étais contre les quotas, je suis maintenant pour les quotas. Parce qu'il y a un moment, eh bien, comment est-ce qu'on crante? Sans quotas, on ne peut pas cranter. Et d'ailleurs, on l'a vu en politique, il a fallu qu'on ait des quotas pour avoir autant d'hommes que femmes. Y a-t-il autant de femmes à des postes régaliens que non régaliens? C'est toujours pas le cas. Donc même quand on réglemente et extrêmement fortement, ça résout pas la totalité des problématiques. Il y a la problématique qui va aller, eh bien oui, la femme actuellement continue à porter des enfants. Donc la grossesse. Alors moi j'ai souvent l'habitude de dire, la grossesse, c'est pas une maladie et c'est une joie pour tout le monde d'ailleurs, pour le papa, la maman ou les papas, les mamans aussi. J'essaie de voir très large pour la famille. J'ai moi-même, je me souviens, j'ai une anecdote, je vais partager, nommée, elle va se reconnaître, quelqu'un qui faisait du marketing, un poste de directeur des ventes, alors qu'elle était enceinte et de jumeaux. J'ai en effet des gens qui sont venus me voir en me disant « t'es folle ». Non, elle était compétente. Elle avait la bonne organisation, elle avait l'envie. Est-ce qu'on nommerait pas un homme qui va avoir des jumeaux? Bien sûr que non. Eh bien, là, c'était exactement la même chose. Donc, je pense que ça reste une vraie problématique à adresser dans notre pays, où on doit être encore plus incisif que ce qu'on est maintenant. Mais il y a aussi un travail à faire chez les femmes directement, je pense, à être convaincu qu'on peut avoir une carrière avec des enfants. C'est mon cas, ça a été le cas d'autres personnes. Et surtout qu'il n'y a pas un modèle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a le modèle avec lequel on a envie et on est confortable.
Si je prends des exemples, il y en a qui ont leurs parents à côté, il y en a qui ont plusieurs nounous, ce qui était mon cas. Moi, j'avais fait le choix d'une jeune fille au père et de deux nounous à côté. Il y en a qui vont avoir un système d'entraide. Il y en a qui vont avoir le partage, autant de partage entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il n'y a pas un modèle. C'est de l'anticiper. Et je vais peut-être faire rire beaucoup de monde, mais j'avais anticipé d'avoir des enfants avant d'en avoir et très très jeune, parce que pour moi, c'était évident, je voulais continuer à travailler et je voulais pas être vue comme une femme qui allait avoir des enfants, mais comme un employé lambda. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de, il faut continuer à avoir le support des politiques, et je dis toujours, on est dans un bon pays pour ça. On a beaucoup de crèches, on a beaucoup d'aides, les emplois à domicile, c'est important. Je n'aurais jamais pu vivre sans emploi à domicile, et ça fait travailler des personnes qui auraient aussi du mal à avoir d'autres emplois. Et je pense qu'il faut davantage accompagner, certainement, j'allais dire, les couples dans les entreprises à cette réflexion le plus tôt possible, justement pour aider la féminisation dans les entreprises et aussi permettre aux femmes d'avoir des carrières. Voilà, parce que je pense que c'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire globalement d'hommes avec un grand H. Et là-dessus, on doit encore continuer à travailler et certainement à légiférer. Donc cette dernière partie, on va essayer de la focaliser sur le futur. Alors il y a toujours plein de façons de voir les choses. L'environnement, il n'est pas, on va dire, peut-être aussi bleu que ce que l'on aimerait. Alors même si on est en cette début d'année, en plus on a même manqué de lumière, avec une météo pas exceptionnelle quand on est sur Paris. C'est une façon de voir les choses, et pour les entreprises, je pense qu'on peut dire aussi que c'est pas toujours simple, et on le voit vraiment dans les entreprises de notre syndicat. Si on part des startups, c'est difficile de refinancer actuellement, très clairement, et il y a énormément de sociétés qui sont en train de fermer. Il y a celles qui déposent le bilan, et il y a des startups qui ont du mal à se refinancer. On n'est plus trop dans l'ère du Startup Nation d'il y a quelques années. Dans les petites et moyennes entreprises, eh bien, on sent aussi une inquiétude. Alors ça peut être parce qu'en effet, on a de plus en plus de réglementations. Alors, c'est une bonne chose d'un côté, mais il faut pouvoir les gérer de l'autre côté. On a la pression sur les prix dans les entreprises de santé. Et là, je pense qu'il y a un dialogue continu à avoir avec l'ensemble, j'allais dire, de nos administrations, du monde politique, de continuer à convaincre qu'on a besoin de sociétés en bonne santé. On ne peut pas vouloir réindustrialiser notre pays si on n'a plus de sociétés en France, une opposition. Et on ne peut pas vouloir avoir des ETI et des grandes sociétés si on n'est pas en capacité à faire passer des startups de la petite société en ETI, l'ETI en plus grosse société. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut continuer à travailler, et notre environnement là-dessus, il est quand même plus difficile. On a un environnement politique extrêmement compliqué, j'allais dire à peu près dans tous les endroits du monde, hein. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, et c'est vrai dans une Europe qui a quand même du mal à être unifiée. Et on a aussi une solution, c'est de se dire, eh bien, si on est capable de travailler tous ensemble, si on est capable d'expliquer les choses à notre population, eh bien, on va être capable de trouver des solutions et de redonner de l'espoir. Et ça, c'est une conviction que j'ai. Je pense qu'on a aussi oublié beaucoup de difficultés qu'on a vécues dans le passé, hein, la crise du pétrole, on a eu aussi des événements politiques difficiles, on a eu aussi des guerres. Donc c'est comment est-ce qu'on va réussir à utiliser ces moments difficiles pour pouvoir construire ensemble un avenir, j'allais dire, plus meilleur pour nos enfants. Et je sais que c'était quelque chose qui avait été, j'allais dire, utilisé comme message, mais quand on fait les choses tous les jours, est-ce qu'on les fait pour nous ou est-ce qu'on les fait pour les générations à venir? Et si on les fait pour les générations à venir, on parlait de l'innovation, eh bien, on va être en capacité à se dire l'innovation, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on va développer? Quand on pense RSE, il y a plusieurs façons de voir les choses, hein. C'est comme quand on pense diversité, hein. Certaines parties du monde, eh bien non, on laisse tomber, non, on travaille plus sur la diversité, non, on travaille plus sur la RSE, au contraire. Nous, en tant qu'entreprise, eh bien, on doit continuer à travailler sur ces sujets, parce que sans diversité, on fera pas d'innovation. Sans innovation, on travaillera pas sur la RSE. Et sans RSE, on est en incapacité de continuer à travailler sur un monde, en fait, eh bien oui, qui doit être plus vert, et surtout où nos enfants vont ne pas avoir cette peur de dire dans quel monde je vais vivre. Oui, ça va être un monde différent. Oui, il y aura plus d'intelligence artificielle. Oui, il y aura plus de numérique.
Oui, il nous faut une intelligence, j'allais dire, artificielle qui soit éthique, parce qu'on n'a pas envie de n'importe quelle intelligence artificielle, mais ça peut permettre de travailler différemment. Le numérique, si on reprend dans les exemples que j'ai précités, va être en capacité à nous aider à travailler sur des parcours différents, à nous aider à structurer des façons de travailler différentes. On n'a pas de dispositif médical sans numérique, par exemple, à notre époque. Et si on arrive à travailler là-dessus, eh bien, ça va être aussi une capacité certainement d'aider l'ensemble des personnes de notre pays à comprendre pourquoi il faut le changement. Actuellement, on est des gens on a des personnes qui sont dans leur silo. C'est souvent quelque chose qu'on reproche aux entreprises, d'être chacun dans son silo. Eh bien, on a un peu la même chose, on va dire, dans notre monde actuel. Eh bien, c'est de se poser. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on a envie, puisque en 2027, on aura des nouvelles élections. Qu'est-ce qu'on a envie que nos futurs potentiels présidentes ou présidents, j'insiste, il serait bien qu'on puisse avoir quelques éléments féminins aussi, eh bien, soient en capacité à nous proposer. Et personnellement, je pense que, par exemple, que la santé est un axe déterminant. Dans toutes les élections présidentielles précédentes, nous n'avions pas entendu parler de santé, ou alors pour vraiment des éléments très mineurs. Eh bien, comment est-ce qu'on s'assure, en tant qu'entreprise de santé, on arrive à convaincre nos concitoyens que la santé, c'est presque déjà le début nécessaire, en fait, pour pouvoir avoir une stratégie politique cohérente. Et je pense que c'est tous ces éléments qui peuvent redonner de l'espoir. Parce que si on enclenche cet espoir, eh bien on va être capable aussi de réinvestir pour faire de l'innovation. Et à quoi va nous servir l'innovation? Et d'être certain que cette innovation, elle est positive en fait pour notre pays. Et on va être aussi capable de l'amener à une autre échelle, à l'échelle européenne, où là aussi, je suis une Européenne convaincue, où on ne pourra pas vivre en tant que concitoyen, en tant que société, sans l'échelle européenne, en ayant les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc quelque part, oui, soyons positifs, parce que l'espoir, c'est l'Europe, c'est les industries de santé. Il faut juste qu'on en soit convaincu pour avoir la bonne stratégie dans les années à venir. Et tout ça avec les femmes.